Mes chers amis, je suis donc en train de vous évoquer le rapport entre Valence et les papes. J'avais mis les papes et Valence ou Valence et les papes, ça dépend. Je pense qu'il est plus correct de mettre les papes avant Valence, donc si vous voulez bien changer automatiquement. Alors, je m'empresse de vous dire que je ne suis pas à l'origine de ce sujet, mais c'est Jean-Claude qui m'y a incité. C'est son idée. Et elle pouvait paraître étonnante, car a priori on ne voit pas trop quel peut être le rapport entre notre cité et les chefs de l'Église catholique. Et pourtant, on va voir que une des caractéristiques de Valence, c'est d'avoir été, durant des siècles, une ville-étape. Ça a d'ailleurs été un slogan assez récent qu'on a abandonné il y a quelques années. Mais bien avant cela, la ville étant placée en position de carrefour sur les grandes routes de pèlerinage, ça permettait au père Robert Ferrier, que j'ai bien connu, il écrivait en 1972, je cite, « La grande route de Bordeaux à Jérusalem, qui est aussi celle de Rome, emprunte à la sortie de la ville l'antique voie faventine. Un chemin de Saint-Jacques amène jusqu'à la porte de Saint-Félix, les Suisses, mais les originaires de la Suisse, et les Allemands qui vont à Compostelle. C'est par Valence qu'Italiens et Provençaux montent vénérer la Vierge Noire du Puy. On s'arrête aussi dans la cité avant de gagner l'abbaye de Saint-Antoine. Donc Valence, pile étape. Beaucoup de célébrités de la chrétienté ont traversé Valence et où y ont séjourné même, dont quelques papes, on va le voir, et qui sont, nous le savons, les dignitaires les plus élevés de la hiérarchie catholique. Alors deux, me semble-t-il, ont particulièrement marqué Valence, c'est Adrien IV et surtout Pie VI. Ce sera l'objet d'une première partie. Quelques papes y ont séjourné quelques jours ou y ont fait escale, ce sera l'objet d'une deuxième partie. Et enfin, je terminerai ce propos avec l'évocation d'une figure bien particulière, celle de César Borgia, fils naturel du pape Alexandre VI. Alors, on va voir si ça marche. Ça marche. Adrien IV et Pie VI. Et tout d'abord, Adrien IV. Adrien IV est un pape anglais qui a opéré le transfert de Saint-Ruf à Valence. C'est donc un épisode marquant pour notre ville à propos de Saint-Ruf, sur laquelle on propage énormément d'erreurs. Cet ordre prestigieux de chanoines réguliers augustins, on affirme notamment que le seul pape anglais de l'histoire, Adrien IV donc, aurait reçu sa formation à Valence, à Saint-Ruf. Ça me paraît être un anachronisme et vraisemblablement une fausse interprétation du rôle de l'établissement de Saint-Ruf à Valence. Mais il existe un lien direct entre ce pontife et notre ville. Alors, quelques mots sur Saint-Ruf qu'on oublie un petit peu trop et qu'on écrit trop souvent avec deux F alors qu'il n'en a qu'un. Cet ordre a été créé en 1039 par 4 chanoines de l'église d'Avignon. On les appelle les Ruffins ou les Ruffiens, ou encore les moines blancs, ce qui est plus poli parce que les Ruffiens, ça fait Ruffian et ça prête à confusion. Donc les moines blancs surtout, en raison d'une tunique de serge blanche qu'ils couvrent à l'extérieur d'une pèlerine noire avec une capuche. Ils suivent donc la règle de Saint-Augustin. Ils sont surtout au service des servants des paroisses. Ce sont des auxiliaires des prêtres de nos paroisses. Alors, un pape, Anastase IV, qui n'a d'ailleurs occupé le siège de Saint-Pierre, on va le voir, que 2 années, de 1153 à 1154, en est issu. Il vient de Saint-Ruf. Saint-Ruf a donné de multiples cardinaux, évêques et même des papes, comme on le voit.
Et Anastase IV a donc placé par bulle du 24 avril 1154, juste avant de quitter ses fonctions, il a placé l'ordre de Saint-Ruf sous la protection du Saint-Siège, et notamment son église Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle, ce qui fait l'objet de nos travaux de recherche actuels avec Jean-Claude au sein du Conseil des Sages. Mais avant lui, il y avait à la même époque, au XIIe siècle, il y avait un jeune Anglais qui s'appelait Nicolas Breakspeare. Je me suis entraîné. J'ai eu le premier prix d'anglais en terminale, alors. Ouais. Donc ce Nicolas Breakspeare se voit refuser le noviciat à l'abbaye de Saint-Albans, qui est près de Londres, où j'avais trouvé une très mauvaise photo de cette abbaye, mais qui présentait peu d'intérêt. Il décide donc de quitter l'Angleterre, qui est inhospitalière pour lui. On a dit qu'il était fugitif. En réalité, il ne fuyait rien du tout. Simplement, il n'était pas content qu'on l'ait évincé. Et il va poursuivre ses études en France, comme c'était à l'époque souvent le cas. Et il va prendre l'habit à Avignon, à Saint-Ruf, précisément. Il va en devenir prieur et il va accéder au titre d'abbé, c'est-à-dire qu'il va atteindre le sommet de la hiérarchie de l'abbaye de Saint-Ruf. Alors on a, dans un ouvrage du chanoine Didelot, on peut lire qu'il a résidé un certain nombre d'années au monastère de Saint-Jacques de Saint-Ruf à Valence. Mais un autre chanoine, c'est une bagarre entre chanoines un peu, le chanoine Mazet est beaucoup plus interrogatif. Je rejoins plutôt le chanoine Mazet parce que le Saint-Jacques à Valence n'est pas à proprement parler un monastère, mais plutôt une maison d'hospitalité, ce qu'on appelle un opitium à l'époque. C'est ainsi que le qualifient les chartes qui sont contemporaines à sa création vers l'année 1050. Alors on dit aussi, et c'est une autre erreur, que Saint-Ruf va abandonner Avignon pour s'installer à Valence en 1210, à cause des guerres contre les Albigeois. Alors là, c'est une nouvelle erreur. Le transfert était effectué déjà en 1156 ou 1158, on n'est pas à 2 ans près finalement, à l'initiative de ce fameux Nicolas Breakspeare, et celui donc que ses compatriotes avaient refusé au noviciat est devenu cardinal, puis légat, c'est-à-dire ambassadeur du Saint-Siège, en Scandinavie, c'est pas le plus chaud, et puis il a été élu pape, donc le 4 décembre 1154, sous le nom d'Adrien IV. Et il meurt en 1159. Alors, les raisons de ce transfert, c'est pas du tout la guerre des Albigeois, c'est plutôt une dispute qui opposait les Ruffiens, ou les moines blancs plutôt, aux chanoines d'Avignon, tout simplement. Les chanoines leur reprochaient vraisemblablement une trop grande indépendance. Alors, on sait que l'abbaye initiale est établie à Valence, hors les murs, dans le quartier qu'on appelle les Parvières d'abord, puis les Pervières plus récemment. Elle va quitter les lieux au moment des guerres de religion, bien sûr. Elle va se mettre à l'abri dans les remparts et elle va développer ce monastère autour du prieuré de Saint-Jacques. Et elle va se développer très largement sur la première terrasse du Rhône. Elle a pratiquement tout le pâté de maisons qui va de la côte des Chapeliers à de la Pierre, on peut dire, très grossièrement, jusqu'à sa disparition qui intervient en 1774 dans des conditions assez critiquables. Mais ce serait trop long à développer. J'en viens à Pie VI. C'est un peu le morceau de bravoure. Pie VI, un pape mort à Valence, bien sûr. Vous avez ici un tableau que je dois à la collection Bonaparte à Valence et un médaillon, même source. J'aimerais
que l'on parvienne un jour à tordre définitivement le cou à une légende tenace qui veut que le Suisse, cette spécialité pâtissière bien connue et très appréciée des Valentinois, reproduise l'uniforme des gardes suisses du pape Pie VI, que l'on sait prisonnier puis mort à la citadelle en mai 1799, dans sa 82e année quand même, il n'était plus tout jeune. Alors en réalité, ce n'est pas une légende, mais deux qu'il faut détruire, qu'il faut évoquer. En tout cas, je n'ai pas la prétention de la détruire, mais de l'évoquer. Car au pape Pie VI, on associe régulièrement Napoléon, plutôt Bonaparte d'ailleurs, auquel on impute le traitement infligé à un vieillard que l'on va traîner à travers les Alpes dans des conditions bien précaires durant des mois. Alors, simple rappel, en 1797, 2 ans avant l'événement qui nous occupe, prend fin la première campagne d'Italie où le général Bonaparte a joué le rôle que chacun connaît. On a peut-être oublié, mais enfin, il y a joué un grand rôle. En novembre de cette même année 97, il quitte l'Italie et il retourne à Paris. Et en décembre, il étudie sur l'ordre du Directoire, dont il dépend, l'éventualité d'une expédition en Angleterre. Mais le 28 décembre de la même année, le général Dufaux est tué à Rome par les soldats de Pie VI, alors qu'il essaye d'apaiser une émeute. Début janvier 1798, le Directoire envoie l'armée pour arrêter les responsables de l'assassinat et pour pacifier Rome. Pie VI renonce à son pouvoir temporel, il quitte Rome le 20 janvier, mais il est fait prisonnier en juin. Il est emmené en France et son long périple, très connu lui aussi, s'achève à Valence, donc où il arrive le 14 août 1799, épuisé par sa traversée des Alpes. Et il va donc mourir à la citadelle. Voilà l'acte de décès qui figure aux archives départementales de la Drôme. Le décès tout à fait, l'acte tout à fait authentique, qui est parfaitement lisible d'ailleurs, et qui est très, très intéressant bien sûr. Alors de son côté, revenons au général Bonaparte, il quitte Toulon le 19 mai 1798 pour la campagne d'Égypte, 1 mois donc avant l'arrestation du pape, et il rentre en France que plus d'1 an et demi plus tard, le 9 octobre 1799, si bien que, en réalité, il est totalement étranger à l'arrestation de Pie VI et à sa détention, à l'issue mortelle, qui sont le fait exclusif du Directoire. Donc, exit Bonaparte, ça c'est une certitude. Alors on va revenir à ce biscuit. Il y en a un autre qui est plus joli là, mais celui-là a de belles moustaches. Et ce biscuit qui est donc considéré comme la spécialité de Valence, la spécialité, j'insiste sur le « la ». Et je vais vous citer un article paru dans Études Dromoises en mars 2001 sous la plume de Monseigneur Alain Planet, qui était alors recteur de la cathédrale de Valence et qui est actuellement, pour quelques semaines ou mois encore, évêque de Carcassonne et de Narbonne depuis 2004. Voici ce qu'écrit Alain Planet, je cite. « Les Suisses du pape ont été licenciés à la suite du traité de Tolentino en 1798. Là, je crois qu'il y a une petite erreur, en réalité, c'est 1797. Et la garde n'a été rétablie que par Pie VII, les 60 gardes étant répartis entre le Quirinal et le Vatican. Aucun ne vint jamais à Valence. Il est d'ailleurs ridicule d'imaginer un prisonnier escorté de sa propre armée, et je souligne cette phrase qui me paraît tout à fait pertinente. On n'a jamais vu un prisonnier entouré de ses propres soldats. Quant à l'uniforme, entre guillemets, dessiné par Michel-Ange, fermez les guillemets, il n'a cette forme que depuis 1915,
en réalité 1914, petite erreur aussi, où Benoît XV, sur les conseils du colonel Jules Repon, avec un D, le fit dessiner à partir des modèles de la Renaissance. La viennoiserie valentinoise, qui partout ailleurs dans la région s'appelle le pantin, et qui est propre aux traditions méridionales du jour des rameaux, tire plus probablement son nom du Suisse d'église, la cathédrale et Saint-Jean, en ayant eu d'ailleurs de très pittoresques. Alors, j'ai mis une flèche bleue sur l'un des pantins d'Annonay. Je ne connaissais pas tellement la spécialité annonéenne. Alors, vous voyez qu'il y a des poissons, c'est les rameaux, donc on est en plein mois d'avril, et bref. Mais au fond, là, en haut, il y a un personnage qui ressemble assez curieusement, et celui qui est en train d'être décoré aussi, qui ressemble assez curieusement, assez proche de notre Suisse valentinois, en tout cas le pantin d'Annonay. Alors, il est vrai que dans la littérature très abondante, qui est consacrée aux gardes suisses et surtout à leurs costumes, il n'est nulle part question de Michel-Ange, dont les dates extrêmes c'est 1475-1564, mais une fresque de Raphaël. Raphaël qui est presque contemporain, il est né en 1483, il est mort en 1520, il est mort bien avant Michel-Ange. C'est ce qu'on appelle la fresque de Bolsena. Alors, je regarde la tenue verte et je m'aperçois que la robe, voilà. Alors, les rayures noires sont beaucoup plus discrètes, bien sûr, mais il est incontestable que ce costume s'inspire beaucoup plus de Raphaël, dont la fresque, qui est quand même de dimension respectable, puisqu'elle fait 5 mètres sur 6 mètres 6, ce qui est considérable. Elle est dans l'une des chambres du Vatican. Et voilà cette fresque. Alors la reproduction n'est pas très bonne, malheureusement. Ça, ce sont les défauts d'Internet. Mais je dois expliquer que c'est Jacques Belmain qui a fait ce costume et il n'avait pas le droit de le copier. Donc le chapeau, c'est l'ancien chapeau des pâtissiers. C'est pâtissier ce chapeau. C'est pour ça que ça ne ressemble pas du tout. Ça ne ressemble pas au béret des... Voilà. Ouais. Et les couleurs, nous n'avions pas le droit, évidemment, de copier les couleurs des Suisses du Vatican. Donc c'est le colonel Jules Repon, qui était suisse, bien sûr, le commandant de la garde de 1910 à 1921, parce que je rappelle que pour faire partie de la garde suisse, qui compte quand même 135 hommes depuis 2015, depuis les attentats de Paris, le Vatican a renforcé, on était à 100 à peu près, ou 110, je ne sais plus combien. La garde est montée à 135, donc très récemment. Il faut être suisse, célibataire, sauf les officiers qui peuvent être mariés, et ne pas mesurer plus d'1,74 m. C'est exactement ma taille. J'aurais pu être garde, mais pas suisse. Alors c'est voilà. Donc ils doivent avoir de 19 à 30 ans, et ce sont des postes qui sont évidemment assez recherchés, mais il n'y reste pas très longtemps parce que c'est quand même assez prégnant pour une rémunération qui n'est pas extraordinaire. Le Vatican n'est pas d'une grande générosité financière. Alors, on ne sait pas pourquoi on est passé de Raphaël à Michel-Ange. C'est une légende encore, des légendes. Il en faut. Je vous dis tout de suite que je suis très amateur de légendes, à la condition qu'on dise que ce soit des légendes. Je cite toujours cette phrase de Patrice de la Tour du Pin: tous les pays qui n'ont pas de légende sont condamnés à mourir de froid. J'aime beaucoup cette phrase. Donc j'aime les légendes. Voilà. Alors, un autre constat catégorique s'impose. Donc, le Suisse de Valence ne doit vraisemblablement rien au séjour forcé de Piscis dans notre ville. Et la date de création du costume des gardes, 1914, semble être l'argument vraisemblablement le plus décisif pour éliminer
l'idée selon laquelle le costume aurait été inspiré par cet événement. Alors, est-ce que c'est la représentation du Suisse d'église, comme le suggère Monseigneur Planet? Voilà un mariage à Montélimar en 1938. J'ai pas eu de mal à le trouver parce que c'est un de mes oncles, donc c'est le mariage du frère aîné de mon père qui s'est marié en 1938 à Montélimar. Et on a un joli Suisse qui a une belle moustache aussi et qui a un beau costume. Je rappelle que le Suisse d'église est un employé laïque d'une paroisse catholique comme le Bedeau. Mais il est chargé d'ouvrir les processions. Il n'a pas du tout des tâches quotidiennes. Il a des tâches épisodiques et il assure l'ordre dans les cérémonies religieuses et notamment à l'occasion des mariages. On l'a supprimé dans les années 1950. Alors, il a une origine très lointaine. Il remonte à Louis XV, au terme d'une ordonnance du 16 avril 1771, avait institué ce qu'on appelait la vétérance à haute paie, ou paye, qui était une retraite pour les vieux soldats, et il avait oublié les troupes suisses. Alors, les invalides démobilisés suisses ont été affectés aux paroisses pour en assurer les services d'honneur et la police en général. Alors, ils ont un uniforme rouge pour les cérémonies solennelles, et pour les services ordinaires, une redingote bleu-gris. Ils portent une épée à la ceinture et surtout ils tiennent une hallebarde que l'on voit ici dans la main droite du Suisse Montilien. Et après le licenciement des derniers régiments suisses de l'armée française, donc la fonction de Suisse d'église a été maintenue avec une tenue plus fantaisiste qui comprend un chapeau de gendarme qui ressemble à ceux des gardes champêtres. Alors, ma grande question que je n'arrive pas à résoudre, c'est à quelle date apparaît la pâtisserie, qui est l'objet de ces propos, et quand a-t-elle pris le nom de Suisse? Alors on dit, ça et là, et je prends le Dauphiné libéré d'il y a quelques mois, le 28 août 2021, le Suisse, une spécialité valentinoise depuis 222 ans. Il n'y a pas le nombre de jours ni d'heures, mais c'est d'une précision extraordinaire. Et ça fait remonter donc aux premières années du 19e siècle. Mais je n'ai absolument rien trouvé. Croyez-moi, j'ai fouillé les archives pour essayer de trouver une publicité, une réclame, disons, pour utiliser les termes d'époque. C'est évidemment une invention, cette date. En tout cas, il est incontestable que Pie VI, pour en revenir à lui, demeure une figure historique, marquante à Valence. Je rappelle qu'on peut voir le cénotaphe qui renferme quand même son cœur. On a obtenu le transfert de son cœur. On a gardé le cœur en ramenant le corps en Italie. On a gardé le cœur et on a fait faire ce cénotaphe dont on attribue le buste à Canova. Et on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais peu importe. Il est beau. Son nom a été donné à une petite place, une placette, disons, à Valence, en face du parc Jouvet, vous savez, à l'emplacement du bunker qui a défiguré la ville pendant des décennies et qui a fait place à une fontaine qui est souvent entartrée et en tout cas tarie parfois. Et un jour, j'avais relevé qu'un plaisantin avait rajouté une barre au 6 pour que le nom du pape devienne Pie-VII. Ce qui, la fontaine, à l'époque où elle fonctionnait, pouvait être appelée Pie-VII. Voilà. Alors, on trouve encore Pie VI sur ce qu'on appelle la fresque des Valentinois célèbres. Ils sont plus célèbres que Valentinois, pour la plupart d'ailleurs. Vous voyez, j'ai relevé, il y a Louis XI, Saint-Félix, Pie VI en haut à droite, Vincent d'Indy, Louis Mondrin,
heureusement on ne les a pas mis à côté, Simon de Sucy, nous rapproche de Bonaparte, Bonaparte lui-même, qui est observé par Émile Augier. Alors cette fresque, vous la connaissez, elle est passage du Petit Morin, et voilà, elle est assez intéressante, elle est assez bien réalisée. Et voilà, c'est un personnage quand même qui appartient à Valence, même s'il n'a jamais été valentinois. Alors, on va passer à la deuxième partie. Quelques passages de pape à Valence. Alors, évidemment, j'ai un peu abordé le plat de résistance, et maintenant, ça va être un peu plus monotone, parce qu'on va voir des visites, d'abord quelques visites solennelles au XIe siècle. On est en juillet 1095. On a Urbain II qui passe les Alpes et qui arrive début août à Valence. Il est reçu par l'évêque qui s'appelle Gontard. Et le 5 août, il consacre la nouvelle cathédrale, qui est à Valence quand même depuis 926 ans, ce qui n'est quand même pas mal. Elle a été remaniée, bien entendu. Alors le pape, notre évêque valentinois, va accompagner le pape à Clermont. Et c'est à Clermont où il y a un événement important, puisque c'est là où est proclamée la première croisade, qui va durer de 1095 à 1099. Alors on dit, et pourquoi une croisade? Eh bien, simplement parce que les Turcs avaient refusé en 1078, on a mis quand même quelques années à réagir, ils avaient refusé de laisser les pèlerins chrétiens circuler vers Jérusalem, ce qui était une violation de ce qu'on a appelé le pacte d'Ulmar, signé en 717. Et cette croisade a été importante pour l'histoire du monde en général, puisqu'elle va s'achever par la prise de Jérusalem et la création du royaume chrétien. Donc une date intéressante et un pape intéressant qui a donc connu rapidement Valence. J'ajoute que Bernard, qui était un homme de lettres natif de Valence et chanoine de la cathédrale, a suivi Gontard à Valence et il a été enrôlé par l'évêque du Puy à Desmares pour les croisades et il devient un chef, et il devient même le patriarche d'Antioche. Voilà donc des Valentinois qui se sont illustrés. On passe au XIIe siècle, 1107. L'évêque de Valence, toujours, un autre, Eustache, d'abord qui était chanoine du Puy, lui aussi, va assister au concile de Lyon. Durant ce concile, le pape Pascal II va mettre fin à un long procès qui opposait l'évêque de Vienne à celui de Grenoble. Et il reçoit dans son évêché à Valence le pape à son retour de Lyon le 14 juillet. 1118, Robert Ferrier écrit que Gélas II, élu pape le 24 janvier de la même année, mais qui va rester qu'un an sur le trône pontifical, passe à Valence pour aller au Puy. Beaucoup vont au Puy, bien sûr, il y a énormément de rapports entre le Puy et Valence à cause de la Vierge du Puy. Le Puy est un centre très important pour la catholicité. En 19, le 1er février 1119, on a Guy de Bourgogne qui est élu pape à Cluny sous le nom de Calixte II. Il est couronné à Vienne le 9 février. Vienne, autre lieu important évidemment aussi pour les évêques et même les papes. Mais il ne se rend dans les États pontificaux que l'année suivante. Il n'était pas très pressé de regagner Rome. Et il va passer 4 jours à Romans et il va séjourner à Valence longtemps. Il y reste du 18 février au 2 mars. Et puis il va aller à Cré, à Viviers, à Gap, à Embrun. Et il n'arrive à Rome que le 3 juin. Donc c'est vous dire quand même qu'il n'est pas très pressé. Il est à l'origine de très nombreuses réformes. Et c'est lui qui est à l'origine du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà.
1130 et 1132, on a la légende, enfin la chronique locale dit que Innocent II passe à Valence. Et on dit qu'il y a même promulgué une bulle le 7 mars à propos de l'ordre de Cîteaux. C'est pas majeur. L'ordre de Cîteaux est dispensé de la dîme. C'est pas très important. Et c'est ce Innocent II qui va couronner le roi de France Louis VII à Reims en 1131. Alors là, les historiens locaux ne sont pas bien d'accord. Toujours l'excellent abbé Ferrier nous dit que c'est Honorius II et qui s'arrête 2 semaines à Valence en attendant que la neige ait fondu sur les cols alpins. Tout ça pour vous montrer que la certitude historique est souvent douteuse. On hésite un peu. Honorius II, Innocent II, on peut retenir 2. Il n'y a que ça de commun. 1275, Grégoire X passe à Valence fin avril, puis il y revient. Il est 6 jours à partir du 13 septembre, avant de partir pour Vienne. Et là, nouvelle bulle. Si on comptait le nombre de bulles qui ont été promulguées à Vienne, on serait très intéressé. Mais c'est une bulle qui nous intéresse directement parce que il accroît considérablement le pouvoir des évêques de Valence en proclamant l'union des 2 évêchés de Valence et de Die. Et ça remonte au 25 septembre 1275. Les évêques de Valence continuent toujours à être évêques de Valence et de Die. Il n'en est plus de même de Saint-Paul-Trois-Châteaux, mais peut-être le père Charignon nous renseignerait mieux que moi sur cette appellation. Alors, il a été très, très habile parce qu'il a attendu de se trouver à Vienne pour prendre cette décision, parce qu'il avait peur d'être taxé, d'avoir été suborné en quelque sorte par les Valentinois contre les habitants de Die. Donc il attend et à Vienne il dit maintenant il n'y a plus de Valentinois, je peux prendre ma décision en toute liberté. Un autre pape en 1311, mais vous allez voir la liste se termine. Clément V se rend encore à un très important concile de Vienne qui va durer d'octobre 1311 à mai 1312. 8 mois. 8 mois de concile. Alors bien sûr, il s'arrête à Valence, il y séjourne du 24 au 28 septembre, sans événement bien notable, mais à son retour, la situation n'est plus la même que celle qu'il avait trouvée à l'aller. Le 13 mai 1312, il y avait eu quelques dignitaires de la suite du pape qui précédaient le pape pour préparer sa venue, qui avaient exigé des habitants de Valence d'être logés. Les habitants de Valence m'avaient dit pas du tout, c'est pas prévu. Et un membre de la suite du pape va tuer un bourgeois de Valence. C'est l'émeute à Valence. Et l'évêque arrive quand même à maîtriser cette émeute au nom des bons principes et des bons sentiments. Et du coup, quand le pape apprend ça, il se dépêche de quitter Valence, il n'y reste pas du tout. On a d'ailleurs écrit qu'il a trouvé que la ville était très inhospitalière, et il va à Livron, il va se rendre à Livron. Alors, si on fait un recensement un peu de toutes ces dates des pontificats, on constate que de Urbain II à Grégoire X, c'est-à-dire de 1088 à 1276, ça fait 2 siècles en gros, enfin quelques années près, on a eu quand même 6 papes importants qui ont traversé Valence. Et maintenant, on va avoir un long répit de 5 siècles, durant lesquels on n'a plus de papes à Valence, plus de visites papales. Alors, comment expliquer cette carence? Je rappelle d'abord que de 1309 à 1378, 7 papes français montent sur le trône à Avignon. Mais ça ne nous fournit aucune explication particulière, parce qu'Avignon, au contraire, est proche de Valence et ils auraient pu rendre visite aux évêques ou aller à Lyon, ou bref. Il y a surtout les guerres de religion. N'oublions pas quand même que les guerres de religion qui mettent le royaume en feu
de 1562 à 1598, c'est-à-dire pratiquement la plus grosse partie de la moitié du XVIe siècle, ont particulièrement été violentes à Valence. Et la ville ça va durer tout le XVIIe pour qu'elle s'en remette. Le XVIIe, et pour moi, c'est mon siècle. C'est celui que j'ai étudié plus en détail. Et c'est le XVIIe on voit Valence renaître. Mais qui dit renaissance dit mort avant. Et la ville était morte à la fin des guerres de religion, c'est-à-dire en 1600 à peu près. Il faudra attendre le 19e avec la visite de Pie VII. Mais c'est bien contre son gré, nous allons le voir maintenant, avec une visite cette fois forcée. C'est plus les visiteurs accueillis, c'est des visiteurs qui font une visite forcée. Alors, on confond souvent Pie VI et Pie VII. Je ne parle pas de la plaque qui est sur la petite place de Valence, mais on confond avec Pie VII, qui est son successeur, alors que Pie VII, lui, doit bien son exil à Napoléon. Là, soyons d'accord, et rendons à Napoléon ce qui est à Napoléon. Et ce pape, qui est un peu jaune là, mais il n'était pas hépatique, je pense pas, mais c'est la photo qui est pas très bonne. Tu as un tableau qui est meilleur, mais bon, je l'ai un peu loupé là. Vous le verrez sur un tableau qui est excellent. Alors, il a été une nuit l'hôte forcé de Valence. Et dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, le général Radet avait arrêté Pie VII au Quirinal, qui était alors la résidence papale. Il va être en détention à Savone, en Ligurie, jusqu'au 19 juin, puis à Fontainebleau, jusqu'à son retour à Rome. Et comme son prédécesseur, donc Pie VI, Pie VII va avoir un périple de 41 jours seulement. C'était moins important que pour Pie VI. Il va passer 11 jours à Grenoble, la préfecture, qui va quitter le 1er août 1809 pour Valence. Je cite: « Nous y fûmes logés dans un très mauvais hôtel où le Saint-Père eut encore à souffrir. Il fut obligé de coucher dans un lit d'une malpropreté inimaginable. Heureusement pour tous, nous partîmes aux premières heures du jour pour aller directement à Avignon. » C'est la narration de l'aide de chambre du pontife. Et Plech, qui a étudié l'histoire de Valence en détail, estime que l'hôtel en question, c'est celui du Louvre et de la Poste. Le Louvre et la Poste, qui a été transformé en magasin des Dames de France en 1924. Voilà, vous voyez le chantier des Dames de France. Et on n'a pas de vue, malheureusement, de l'hôtel du Louvre et de la Poste. Mais on n'a même pas de dessin, enfin, à ma connaissance, on n'a rien. Mais c'est là où le pape a si mal dormi. Voilà. Donc, quand vous êtes au centre Hugo, ayez une pensée pour Pie VII. Et cette fois, je répète, c'est bien Napoléon qui est l'auteur de l'enlèvement du pape et de sa longue détention. Mais il n'a pas été vraiment, il n'a eu aucune rancune, il n'a pas été rancunier, puisque de retour à Rome, le pape va accueillir la mère de l'empereur exilée. C'est quand même sympathique. Et je terminerai, finalement j'ai été moins long que ce que j'étais prévu, avec une troisième partie sur César Borgia, qualifié pudiquement de neveu du pape. Cruel, abject, sans le moindre scrupule, ne reculant devant aucun forfait, devant rien. César Borgia est issu d'une famille noble originaire de Valence, Valencia, pas Valence sur Rhône, Valence en Espagne. Son père s'appelle Rodrigue, il devient prêtre à 37 ans en 1468, avant de partir à Rome où, à force d'intrigues, de manœuvres, il va
revêtir la pourpre cardinalis, va devenir cardinal. De son concubinage avec une Romaine, il a 6 enfants. L'un d'eux, Jean, est retrouvé avec un poignard dans le dos, dans le Tibre. Et on dit que c'est son frère César qui a manié le couteau. Et surtout, on connaît Lucrèce pour sa beauté légendaire. Alors il y a 2 portraits identiques de Lucrèce. J'ai pris le parti de prendre le plus leste parce que je trouvais que ça donnait une note un peu plus aimable. Mais vous avez donc Lucrèce et son frère César, duc de Valentinois. Alors, on lui prête des relations incestueuses, bien sûr, avec Lucrèce, et c'est de lui donc dont il s'agit ici. Il est connu sous le nom de Valentinois, puisqu'il a donc été, comme vous le voyez dans la légende, le premier duc de Valentinois, et c'est lui qui a servi de modèle au Prince de Machiavel, qui est l'ouvrage qu'on lit en première année de Sciences Po. Alors c'est obligatoire, incontournable. Lisez le Prince de Machiavel. Voilà. Alors son père devient pape sous le nom de Alexandre VI. Vous voyez comme il a une tête sympathique. Et sa première décision est de nommer son fils cardinal et archevêque de Valencia. Il n'a pas oublié ses origines ibériques. Mais César, qui n'a que 17 ans, et qui n'a aucun penchant pour la vie ecclésiastique, fut-elle de cour d'ailleurs, cherche un État. Et il faut donc lui trouver un État princier. Alors, à cette époque, le nouveau pape, donc Alexandre VI, est l'objet de démarches très pressantes du roi de France Louis XII, parce que le roi cherche à faire annuler son mariage avec Jeanne de France pour pouvoir épouser Anne de Bretagne. Le roi a envie d'élargir son royaume, qui est encore assez étriqué, et il orne vers la Bretagne. Et s'il épousait Anne de Bretagne, ça serait quand même pas mal. Et puis il veut avoir aussi les coups des Franches dans le Milanais et à Naples, qu'il cherche à conquérir, et il doit impérativement s'assurer de la neutralité du pape sur ces terres qui sont quand même en Italie. Alors, donc Alexandre VI veut établir son fils César, il paraît que c'est le préféré, et on convient d'un échange, annulation du mariage du roi, neutralité du pape en Italie, et on offre à César, ou au pape, mais pour son fils César, le comté de Valentinois d'Ivoire. Comté. Un comte, ça reste quand même modeste. Qu'à cela ne tienne, on va en faire un duché. Et voilà notre comté de Valentinois érigé en duché. Et c'est le premier duc de Valentinois. Alors, je souligne que c'est simplement le comté qui est l'objet de ce présent, et que notamment le Diois ne fait pas partie du tout de cette donation, mais il comprend quand même des villes importantes comme Cré, Montélimar, Saint-Paul, Trois-Châteaux. Vous me direz, et Valence? Valence n'a jamais été comprise dans le duché ni dans le comté. Valence n'est pas dans le Valentinois, je me tue à le répéter sans grand succès, on prêche dans le désert souvent, mais le Valentinois et Valence sont 2 choses très différentes, même s'il peut y avoir une certaine homonymie. La ville est épiscopale, elle va le rester jusqu'à la Révolution, elle est indépendante, elle n'a jamais fait partie de quelque autre entité géographique ou historique. Alors, le nouveau duc doit se rendre sur ces terres en octobre pour saluer sa population, et on va être obligé de le recevoir, et une réception est organisée à Valence. Alors vous me direz, pourquoi Valence? Ben on ne sait pas. Je pense que c'est la seule ville qui soit capable d'avoir une telle capacité d'accueil
Il y a quand même quelques hôtels. On est au 16e, il y a quand même 2 ou 3 hôtels à Valence. Il y a des maisons quand même libres. On aurait pu imaginer créer. En tout cas, c'est Valence qui est choisi. Les Valentinois sont furieux. Ils sont ruinés. Ils sont en permanence ruinés. Nos édiles, durant tout l'Ancien Régime, et même après, se sont toujours plaints mais ils se sont surtout plaints parce qu'il y avait les remparts à entretenir et que l'entretien des remparts était vraiment très cher. Donc ils étaient toujours à court d'argent. Là, ils râlent, mais sans succès. Et j'ai trouvé une délibération dans les archives de la ville qui met en place la réception du nouveau duc de Valentinois. Je cite. Il sera offert au duc 12 chandelles de cire, c'est très, très recherché, 12 boîtes de dragées et 4 ponçons. Les ponçons, j'ai vu Daniel arriver, je le salue au passage, un vieux collègue de lycée. Donc les ponçons sont des petits tonneaux. Des petits tonneaux, et là c'est à 4 ponçons de vin. Une morisque, alors la morisque c'est une danse originaire d'Espagne qui a disparu à la Renaissance, sera dansée pour le plaisir des yeux, non par des jeunes filles, on pense que c'est peut-être un peu trop dangereux compte tenu de la réputation de César, mais par 4 laboureurs. Un docteur de l'université lira la harangue en latin et un maître d'école en langue des Français. Enfin, pour compléter les festivités, vous imaginez la joie, il sera construit un petit manège de chevaux de bois couvert de taffetas, le tout traité au meilleur compte. Faut quand même pas trop dépenser. Alors, Alexandre VI meurt en 1503, donc, vraisemblablement empoisonné, et il est remplacé par Pie III, qui va n'y rester que 26 jours, et puis par Jules II, que plusieurs sources, c'est pour ça que je l'ai mis en photo, enfin oui, que je l'ai mis en peinture, parce qu'il y a plusieurs sources que j'ai trouvées qui disent qu'il avait été ancien chanoine de Saint-Ruf. Mais j'ai jamais trouvé l'authenticité et la preuve de cette affirmation. Alors, je ne sais pas, Jules II. Voilà. Pour en revenir au Borgia, il présente plus d'intérêt pour le roi de France. Louis XII, qui en a obtenu ce qu'il voulait. Donc, il va accuser César de traîtrise, de félonie, et il va reprendre le duché, qui va être incorporé à nouveau au royaume de France. César, le sale César va tenter de nouvelles aventures en Espagne, mais il va y mourir au cours d'une embuscade, il avait la fin qu'il mérite, près de Pampelune. Voilà, il aura été duc de Valentinois que quelques années, il n'aura absolument laissé aucune trace de cette autorité, et il y remettra d'ailleurs plus les pieds après cette réception dont il avait été l'objet. Je pense que c'est très certainement mieux ainsi. Merci Alain. Moi j'en connaissais 3 papes, mais donc finalement il y en a eu toute une série. Moi j'avais noté des choses sur Jules II, parce que Jules II que tu as mis en photo là, c'est le dernier pape barbu de l'histoire. Ouais, c'est le dernier pape barbu. Depuis, il n'a pas eu de pape. Et puis c'est surtout lui qui a posé la première pierre de la basilique Saint-Pierre de Rome. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Il voulait faire de ces États, des États du pape, des États aussi importants donc que la France, que l'Empire autrichien, etc. Et c'est pour ça qu'il avait créé la garde suisse. Parce qu'il avait des troupes évidemment très limitées. Et c'est pour ça qu'il a créé la garde suisse, donc c'est Jules II qui est à l'origine. Et pour financer, comme il ne manquait pas d'idées, pour financer toutes ces constructions qu'il avait fait réaliser, il avait créé notamment un bordel strictement réservé aux chrétiens, afin d'alimenter les caisses du Vatican. C'est quand même assez original pour
Hein. Donc il avait des mœurs légères et peu respectueuses de l'obligation de continence. Il a engendré 3 filles et il est mort de la syphilis. Donc oui, c'était des papes modernes, bien fait pour lui. Mais qui c'est qui a dit ça là? Non, mais enfin, vous pourriez respecter quand même nos papes. Alain, merci pour ta prestation. Oui. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Même écrit, c'était dans le Dauphiné, je crois, on m'avait demandé un article sur les obsèques de Pie VI, c'était un anniversaire, je ne sais plus quand. Et effectivement, j'avais titré « Le seul à avoir obsèques civiles ». Et ça avait choqué énormément, évidemment, toute la chrétienne, enfin toute la communauté catholique. Et effectivement, il avait eu des obsèques civiles. Ouais. Ce que j'avais lu, je ne peux pas me tromper, donc il a été enterré civilement à Béran. Mais 2 ans après, moi j'ai cru comprendre que c'était Pie VII qui avait un peu intercédé pour que son corps soit ramené à Rome. Voilà. Donc ils sont allés raboter. C'est ça. Ils ont récupéré. On a récupéré les restes, on les a emmenés à Rome et là il a eu une cérémonie grandiose. Un an après, l'évêque, alors je ne sais plus, c'est le successeur de Monseigneur Milon de Metz, l'évêque et les Valentinois étaient très touchés par le fait que le pape Pie VI soit mort sur leur sol. Et ils avaient demandé qu'on aille refouiller, récupérer le cœur et aller le mettre dans le monument, sous le buste qui a été réalisé par l'artiste, sous le buste de Pie VI. Alors je me souviens plus, mais effectivement, mais je croyais que le cœur avait été quand même ramené de Rome. Moi j'avais compris que oui, qu'il avait été enterré et qu'après ils sont allés gratouiller pour récupérer le cœur et le ramener. Le cœur avait été ramené. Oui, on a ramené de Rome le cœur et les entrailles et la caisse qui avait servi à ce transport est visible dans les collections dans les réserves du conseil départemental. Oui, j'avais demandé à la présenter ici, mais il fallait demander l'autorisation à la DRAC à Paris, donc bon, c'était impossible. Mais effectivement, on a la calotte dans les réserves, on a un chausson qui est à Romans, on a une pantoufle qui est à Romans. Sinon, je crois que vous avez, à moins que j'ai été distrait, vous avez peut-être oublié le bienheureux Grégoire X, qui était un servant de la cathédrale de Valence, avant d'être... Donc, c'est pas un pape venu à Valence, mais c'est un jeune de Valence devenu pape. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Voilà, on apprend des choses. Merci pour tout ça.